Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. C'est la rentrée, nos enfants, petits et grands, font leur rentrée aujourd'hui. D'ailleurs, une pensée pour eux, une rentrée qui, je suis sûre, j'espère, se passera au mieux pour ces enfants qui retrouveront, je l'espère également, leurs amis, leur nouvelle classe et des cahiers qui sentent bon le papier neuf. Mais c'est plutôt la suite qui pose problème. Une rentrée certes, mais pour quel enseignement ? 4000 postes d'enseignants sont manquants. Pape Ndiaye a annoncé le recrutement massif de contractuels formés, entre guillemets, en 4 jours. Alors, est-ce que ces contractuels seront suffisants pour compenser le manque de l'éducation nationale ? Écoutez, le ministre de l'Éducation qui revient sur cette question le 30 août dernier. Nous avons en effet des difficultés de recrutement. J'ai eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises qui sont liées à la perte d'attractivité du métier d'enseignant. C'est vrai depuis plusieurs années. Nous avons tout lieu de penser que cette rentrée sera comparable à celle de l'année dernière, avec un faible pourcentage d'enseignants contractuels et avec, en effet, un professeur devant chaque classe, ce qui n'exclut pas, au cours de l'année, bien sûr, des difficultés dans certaines disciplines. Oui, alors il n'a pas l'air trop inquiet pour le moment, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Il y aura bien un professeur dans chaque classe. Mais quel professeur et pour quel apprentissage ? C'est la question que nous posons aujourd'hui pour cette table ronde. Et puis surtout, quelle solution, quelle porte ouvrir pour la suite ? Nous sommes pour cette table ronde avec Anne Coffinier. Bonjour. Bonjour Clémence Diakova. Bonjour, vous êtes présidente de Créer son école et fondatrice de la fondation Kairos pour l'innovation éducative. Et nous sommes également avec Jean-Paul Briguelli. Bonjour Jean-Paul Briguelli. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé de lettres, vous avez enseigné au collège, au lycée, puis en classe préparatoire et vous êtes auteur de ce livre « La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire » aux éditions L'Archipel. Alors, je vais commencer par donner la parole à Jean-Paul Briguelli sur cette question en particulier. Quel apprentissage allons-nous donner à nos enfants encore cette année ? C'est une excellente question parce que le problème n'est pas quantitatif. 4000 postes qui manquent, c'est rien par rapport à 850 000 enseignants. Et ça va être comblé. C'est pas nouveau. Dans les années 70, on avait inventé les maîtres auxiliaires recrutés au niveau de la licence et balancés sans aucune formation. Alors, même pas 4 jours. Faut dire que 4 jours en INSPE, c'est de l'anti-formation. Enfin, ça, c'est un détail. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Le problème, c'est un problème qualitatif. C'est-à-dire, qui allons-nous véritablement mettre en face des enfants ? Des enfants, quand même, c'est le 5e de la France, 12 millions d'élèves, le 5e. Il faut bien comprendre ça. Le problème même, c'est la formation des maîtres, la formation en amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont appris en fac ? Qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur vie antérieure qui leur permettrait d'enseigner ? Je veux dire, il est évident qu'on ne recrutera pas en job dating et on ne formera pas en 4 jours des pilotes de ligne, des chirurgiens ou même des plombiers, surtout des plombiers. Et alors, des profs, on considère que c'est juste de la chair que l'on met devant d'autres chairs. On est en quelque sorte dans une logique purement quantitative. Apparemment, ça rassure les parents de savoir qu'il y a un adulte. Mais quel adulte ? Tout le problème est là, c'est-à-dire que si on ne bouscule pas complètement le logiciel, si on ne donne pas aux écoles véritablement la possibilité de recruter quand elles veulent, où elles le veulent, si on ne passe pas d'un logiciel jacobin à un logiciel girondin, chaque année, on ressortira le même marronnier en plus grave. Vous êtes, je réagis à ce propos que vous venez de tenir avant de continuer sur cette question plus générale de l'éducation nationale aujourd'hui et de son niveau. Vous êtes pour peut-être plus d'autonomie pour chaque école et chaque directeur d'école ? Je suis pour une autonomie totale. Ah oui. Il va falloir être bien clair, c'est-à-dire que les écoles qui dépendent actuellement des municipalités essentiellement doivent dépendre totalement en quelque sorte des municipalités au niveau des moyens, mais surtout du recrutement. Les concours
après tout, celui d'instituteur est un concours régionalisé. Pourquoi ne pas régionaliser tous les concours? Ça permettrait de résoudre, entre autres, le problème extrêmement dissuasif des premières nominations, où, quand vous habitez Marseille, vous vous retrouvez à Saint-Denis. Vous voyez, moi, je veux bien que Saint-Denis recrute à Saint-Denis. Je veux bien que Marseille recrute à Marseille. Ce serait plus facile, d'ailleurs, de parler aux voyous des quartiers nord en les connaissant qu'en ne les connaissant pas. Le quartier, voilà. Évidemment. Et ça doit être la même chose au niveau des collèges, au niveau des lycées. Il faut donner à des chefs d'établissement, attention, des chefs d'établissement capables, c'est pas le cas de tous, la possibilité de former des équipes et donner aux parents, après, la possibilité de choisir, de mettre en comparaison les écoles. Alors, je vous donne un exemple simple. Si dans telle école, la direction et les instituteurs, professeurs des écoles, si vous voulez, ont décidé d'apprendre en méthode semi-globale, eh bien, vous avez le choix de prendre une autre école dans laquelle on fera de l'alpha-syllabique. Voilà, c'est ça. Et si vous préférez la méthode semi-globale, libre à vous de faire le malheur de vos enfants. Moi, je suis pour une liberté absolument totale. Non, le modèle jacobin a vécu. Je pense très franchement que Pape Ndiaye est le dernier ministre de l'Éducation. Alors, il vaseline comme il peut la situation, qui est quand même dramatique. Mais ce qui est dramatique, ce ne sont pas les 4000 profs qui manquent et qui d'ailleurs ne manqueront pas. On va se débrouiller pour combler les vides. Oui. Le problème, c'est le niveau des professeurs. Je rappelle qu'il manque des postes, entre autres, parce qu'au concours, on n'a pas affecté tous les postes que le ministère avait ouverts, tellement les candidats étaient mauvais. Voilà. Le problème, c'est un problème de recrutement, c'est-à-dire qu'il faut faire revenir dans l'éducation nationale des gens compétents, bien formés. Vous posez une question importante, celle du niveau des professeurs et du problème de recrutement. Un problème qui d'ailleurs, je crois qu'il y avait un article dans Les Échos concernant l'Académie de Paris qui, elle, se trouve vraiment à vide et qui n'arrive pas du tout à recruter à cause d'une fuite des parents vers d'autres régions. Un problème que Anne Coffinier connaît bien, puisque Anne Coffinier, vous les récupérez souvent, ces professeurs qui ne veulent plus enseigner dans l'éducation nationale. C'est clair que la crise des vocations enseignantes n'est pas nouvelle, sauf que là, elle est arrivée à un point qui n'est plus supportable. Évidemment, on peut toujours mettre un adulte dans la pièce. J'ai envie de dire, on pourrait même les choisir au hasard sur le trottoir, si ça peut rassurer les gens. Mais on voit bien que ça suffit pas, évidemment. Il suffit pas d'avoir un adulte dans la pièce. Il faut quelqu'un de compétent. De la même manière que quand on va voir un médecin, on va pas prendre n'importe qui. On veut qu'il soit médecin. Là, on veut qu'il soit professeur. Et ces gens-là, on les a pas. Et pourquoi on les a pas ? On a tout fait pour ne plus les avoir. D'abord, ils sont pas payés. Il faut quand même reconnaître que c'est un vrai problème. Et pas simplement en début de carrière. C'est un vrai problème. Plus on avance dans la vie, on peut faire un point, Anne Coffinier, peut-on faire un point sur ce sujet, rappeler tout de même le niveau de salaire des professeurs en France par rapport au niveau européen? Je crois qu'on est dans les plus mauvais pays. Il est dans la moyenne basse. Oui. Il est dans la moyenne basse par rapport au reste de l'Europe, mais à niveau de qualification comparable, il est 13% en dessous de ce que, avec les mêmes niveaux, vous pouvez avoir en France. Donc ça aussi, c'est un problème. Et ce qui est frappant, c'est de voir les matières dans lesquelles, en réalité, on n'arrive plus à recruter. Et donc, on n'arrive plus à recruter dans toutes les matières principales. Traditionnellement, on n'arrivait pas à recruter en maths et en allemand. Mais là, maintenant, c'est maths, physique, chimie, histoire allemand, français. Non, l'histoire géo, ça va. Ah bon, ouais. Donc, ça va. Quantitativement, ça va. Donc, en fait, toutes les matières, y compris des matières qui n'étaient pas si simples que ça, comme le français, toutes les matières aujourd'hui sont en tension, comme on dit dans le vocabulaire jargonneux actuel. Donc, pourquoi c'est le cas ? Eh bien, parce que on est moins bien payé qu'à qualification extérieure équivalente ailleurs. Et surtout, il y a un problème de discipline généralisée, qui est que la structure qui accueille les professeurs n'assure plus la discipline et donc ne permet plus au professeur de faire son métier. Et lorsque lui-même sévit, c'est lui qui est culpabilisé, on lui dit qu'il a un problème d'autorité. Donc, en fait, dans ces conditions-là, on ne peut pas aujourd'hui fonctionner, puisque le professeur doit se battre pour avoir des conditions qui lui permettent d'exercer son métier. Conditions financières, puis conditions d'attention, de discipline, de calme pour pouvoir travailler.
En plus de ça, il y a tout le côté faussaire du système, c'est-à-dire que les élèves n'ont pas forcément le bon niveau pour être dans la classe en question, puisqu'on ne redouble plus. Donc il y a une sorte de droit à passer de classe en classe, donc forcément les élèves n'ont parfois pas le niveau pour suivre, puisqu'on voit bien lors des journées d'appel de la défense qu'il y a un nombre extravagant de jeunes qui ne savent pas lire. Donc s'ils ne savent pas lire, c'est qu'ils ne savent pas lire, ils n'ont pas su lire quasiment pendant toute leur scolarité, ou annoncer, ou pas être capable de tirer profit, de comprendre ce qu'ils lisent. Donc ça veut dire que tout le système repose sur un immense mensonge. On fait passer des enfants qui ne sont pas à leur place, donc forcément, toutes les exigences qu'on peut avoir à leur égard sont vaines. Donc, le problème, c'est qu'il est tellement abyssal que, effectivement, il faut reprendre tout à la base. Et je partage l'avis, effectivement, de Jean-Paul Brigelli. Dans des conditions pareilles, on ne peut pas sérieusement croire à la capacité de réforme de l'éducation nationale par le haut en gardant les mêmes principes. C'est-à-dire une gestion technocratique gigantesque, centralisée, égalitariste et uniformisée. Ça, c'est pas possible. Ce système a vécu. Ça fait d'ailleurs longtemps qu'il est mort. Enfin, on a essayé de cacher le cadavre un certain temps. Là, le cadavre, il est trop visible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? La seule chose qu'on puisse tenter, et encore, ça suffira pas de mon point de vue, mais enfin, ce qu'on peut essayer de tenter, c'est essayer d'avoir une autonomie très poussée. Et là, malheureusement, on a un gouvernement qui fait de l'entre-deux. D'avoir une autonomie pour les écoles libres, vous voulez dire ? Non. L'autonomie pour les écoles publiques. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes sur le même principe que Jean-Paul Brigelli. Oui, d'accord. Oui, sauf que d'après ce que je comprends, Jean-Paul, vous dites que ça serait bien si, par exemple, les recrutements ou la gestion se fait au niveau des municipalités. Alors moi, je partage pas ça. Ça, c'est une solution. En ayant vécu assez longtemps en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne justement a créé tout son système de free schools en indépendantisant les écoles de la gestion municipale. Pour moi, la gestion municipale, elle n'est pas mieux que la gestion nationale. Elle a en général le clientélisme en plus. Donc, il vaut mieux aller jusqu'au bout et donner le pouvoir de gestion et de recrutement aux établissements eux-mêmes, en intégrant, si on veut, des élus locaux, etc. Mais le pouvoir, il doit être au niveau de l'établissement. Et ça me paraît une distinction majeure. Alors, on va continuer de parler des solutions, en effet, qu'on pourrait imaginer et qui pourraient arriver finalement assez vite et assez facilement pour sauver le soldat école français. Mais il est presque 8h01, je suis un petit peu en retard pour les informations et je me tourne vers Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Je vous assure que même si vous dites la vérité ici, vous ne serez pas exécuté. Nous sommes toujours avec Anne Coffinier, présidente de Création d'école et fondatrice de la fondation Kairos pour l'innovation éducative, et Jean-Paul Brigelli, normalien agrégé de lettres, qui a enseigné au collège, lycée puis en classe préparatoire et auteur de ce livre La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire aux éditions L'Archipel. Alors nous posions la question, finalement, vous êtes assez vite tous les deux tournés vers les solutions pour cette école. L'école qui a un problème non pas de quantité comme on peut le croire ici, 4000 postes vacants, 3000 compensés par des contractuels, mais plutôt de qualité déplorable, on peut le dire, avec des professeurs qui n'ont plus le niveau, comme le signalait Jean-Paul Brigelli. Alors comment sauver cette école ? Tous les deux, vous proposer finalement plus d'autonomie. Alors, une autonomie totale, propose Jean-Paul Brigelli. Anne Coffinier, c'est un petit peu nuancé, c'est bien ça ? Non. Non, c'est quasiment le contraire. C'est-à-dire que moi, il me semble qu'il faut une autonomie totale dans les écoles publiques en allant jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'autonomie doit s'exercer au niveau de l'établissement et pas au niveau d'une collectivité locale. C'est ça que je veux dire. Moi, je vais plus loin. Je vais au niveau de l'établissement. Sinon, on aura les mêmes problèmes qu'on a eu en Grande-Bretagne, c'est-à-dire les problèmes liés au clientélisme politique. Donc ça, c'est cette question-là. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire autonomie ? La première des choses, c'est que le chef d'établissement puisse recruter son équipe et adapter les volumes horaires, l'organisation, les projets aux besoins concrets de chaque élève. Alors, Jean-Paul tout à l'heure a souligné en passant un problème, c'est la question du profil, de la qualité de ces proviseurs et de ces directeurs d'établissement. Ah oui. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'établissement ont un profil syndicalo-technocratique administratif. Ce ne sont pas des visionnaires éducatifs, ce ne sont pas non plus des meneurs d'hommes, la plupart du temps au sens d'avoir une vision qui passe dans le concret, dans le réel et dans le management.
ce sont souvent des gens qui sont d'habiles gestionnaires, qui gèrent des tableaux Excel pour essayer de répartir les horaires, ce qui est un véritable casse-tête épouvantable. Donc, c'est les dieux du tableau Excel et du suivi des directives et instructions tatillonnes de l'éducation nationale. Pour autant, ce ne sont pas des intellectuels. Alors, on a un petit souci à finir avec votre connexion. On va vous reprendre un petit peu plus tard. Je me tourne vers Jean-Paul Briguelli. Jean-Paul, on est d'accord sur cette autonomie donc, que vous prenez tous les deux avec Anne Coffinier. Le profil du directeur, comment faire en fait? Faut-il changer la formation des directeurs, par exemple? Alors, il faut changer peut-être le recrutement et plutôt que de s'appuyer sur un individu, avoir une direction collégiale. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Dans les grands lycées, vous avez un proviseur, un ou deux proviseurs adjoints, etc. Je crois assez à la formule du triumvirat, en quelque sorte, de façon à ce que l'avis des uns équilibre celui des autres. Et effectivement, le problème, c'est d'avoir une direction qui connaît quelque chose à la pédagogie, c'est-à-dire aux objectifs. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est que les enfants apprennent à parler et à écrire une langue correcte et non pas la langue telle qu'elle se parle chez Aya Nakamura. Il faut qu'ils sachent les bases scientifiques élémentaire pour pouvoir progresser plus tard. Il faut qu'ils connaissent à fond, j'insiste beaucoup là-dessus dans mon dernier livre, l'histoire de ce pays, de ce cher vieux pays, comme disait De Gaulle, parce que à force de dénigrer la colonisation, l'esclavage, etc., on a fait finalement de plus en plus des cours d'histoire qui sont calibrés en quelque sorte pour plaire à certains idéologues, mais pas pour construire véritablement une école inclusive. Vous voyez ? Bon, donc il y a tout à reprendre, en particulier donc non seulement la question de la direction, mais par exemple reprendre complètement les programmes. On a une commission des programmes qui est dirigée par une femme remarquable qui s'appelle Souala Yada et qui n'a pas été sollicitée, pas une seule fois en 5 ans par le précédent ministère. Qui a eu tendance à tout régler ou à croire qu'il pouvait tout régler à partir de la rue de Grenelle. Mais vous voulez dire que la direction des programmes aujourd'hui, selon vous, donc on fait confiance à votre jugement, est une femme formidable, mais qui finalement ne peut pas, elle, faire évoluer les choses en bien comme elle le souhaiterait? Non, parce que il y a des groupes de pression au niveau des collèges, au niveau des lycées, qui déterminent finalement des programmes, et toujours des programmes vers le bas. Il semblerait qu'un certain nombre de collègues qui se veulent de gauche ont de l'inclusivité, une vision très particulière. Plus on dégraisse les programmes et plus on sera inclusif. Oui, en descendant la barre, à un certain moment, tout le monde arrivera à sauter quand elle sera au ras du sol. C'est à peu près ce qu'on a fait. Attention, c'est pas nouveau. C'est depuis le collège unique Giscard d'Estaing, 1976. La descente aux abîmes est très ancienne, véritablement. Je voudrais revenir d'ailleurs de ce point de vue-là à ce que disait Anne Coffinier à propos du salaire des enseignants. Alors, il y a le salaire en vision immédiate, et effectivement, il est beaucoup plus bas à qualification égale que dans d'autres secteurs. Mais je vais donner un élément de comparaison. En 1980, un prof que l'on recrutait gagnait au départ 2,2 fois le SMIC. Actuellement, c'est 1,2 fois le SMIC. Expliquez-moi comment vous vous logez à Paris, en région parisienne ou dans certaines villes sous tension avec 1600, 1700 euros par mois. Non, mais c'est certain que c'est un des problèmes fondamentaux de recrutement, c'est d'abord de donner envie aux professeurs qui ne sont pas encore professeurs de venir pour un tel salaire, si médiocre, et ensuite de rester, puisque comme vous avez décrit les uns et les autres, les difficultés une fois sur place, notamment les pressions de la hiérarchie, etc. Alors, Anne Coffinier, vous nous avez rejoint. Est-ce que vous êtes bien avec nous ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on continue sur cette
cette porte ouverte finalement que vous ouvrez tous les deux, et ces solutions d'écoles autonomes, de profils de directeurs autonomes ou pourquoi pas en situation collégiale. Est-ce que j'aimerais bien juste parce que là, les parents nous écoutent. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Ils se disent aujourd'hui, si mes enfants sont à l'école publique, a priori, chaque professeur fera comme il pourra, mais on n'est pas sûr que l'année soit très fructueuse pour mon enfant. J'aimerais bien que ces parents se disent aujourd'hui, est-ce que ce que vous nous proposez, qui pourrait permettre d'améliorer la situation, est-ce que c'est réalisable bientôt et comment ? Est-ce que par où il faut passer ? Alors, honnêtement, il n'y a rien qui peut se faire à court terme. Rien. Je me rappelle une réflexion de Xavier Darcos quand il était ministre, me disant on lance une réforme, mais on ne verra les effets que dans 15 ans. C'est du temps long, l'éducation nationale. Alors, on peut faire ce que fait le ministre actuellement, c'est-à-dire combler les vides, mais ça, c'est du rafistolage, c'est du sparadrap, c'est ce que vous voulez, pour amener des gens à avoir envie d'être prof, il faut les inciter à ça à Bac+1, refaire des formations en fac. Ça a existé dès la fin des années 50, on appelait ça les IPES, etc. On leur donnait un petit salaire qui était 90% du SMIC en échange d'un engagement à servir l'État 10 ans. Bon, voilà, il faut recruter dès le départ, il faut former dès le départ, il faut prendre des gens dans les viviers des matières qui sont enseignées et pas dans les viviers de psychosociaux, etc., d'où viennent la plupart d'ailleurs des nouveaux professeurs des écoles. Il faut d'une façon ou d'une autre revivifier véritablement ce métier en donnant des moyens, véritablement des moyens aux directions des établissements, en particulier une tolérance zéro au niveau de la discipline. Anne Coffinier, vous qui êtes présidente de Créer son école, est-ce que la seule solution aujourd'hui pour des parents qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont peut-être inquiets pour l'éducation de leurs enfants, est-ce que la seule solution c'est de se diriger vers une école libre aujourd'hui ? Oui, il y a le court terme et le long terme. Donc, à très court terme, là, vous êtes là en début d'année, vous n'allez pas désinscrire votre enfant là d'un coup, soudainement. Donc, si votre enfant est dans une école publique, il faut espérer que le professeur soit bon. C'est le cas parfois, il est parfois remarquable. Si c'est pas le cas, il faut essayer de compenser. Donc faire lire, faire travailler son enfant en plus, prendre le temps, revenir aux fondamentaux, compléter et considérer que tout ce qui est de base, qui est fondamental, est en général mal fait, et tout ce qui est de l'ordre de l'ouverture et de la diversification des champs est en général assez bien fait. Donc ça, c'est compenser, compléter. Ça, c'est la première chose. Si vraiment l'enfant ne va pas bien, n'évolue pas bien, il faut réagir très vite et ne pas hésiter à déscolariser en cours d'année pour rejoindre un établissement indépendant. Il y avait aussi avant une alternative qui était l'instruction en famille, mais l'État a tout fait pour que ce type de liberté soit désormais inaccessible. Au nom de la lutte contre le séparatisme. Oui, enfin ça c'est tout à fait factice. Oui, officiellement. On pourra en reparler bien sûr, puisque les établissements fanatiques ou islamistes, d'abord l'État a tous les moyens de les fermer d'ores et déjà, et d'autre part il faut bien reconnaître et se souvenir que les établissements fréristes les plus importants aujourd'hui sont sous contrat. Les établissements des frères musulmans en France sont sous contrat. D'accord ? Donc, il faut arrêter. Si l'objectif, c'est d'en finir avec le frérisme, dans ce cas-là, fermons les établissements sous contrat. Alors, je reviens au point d'avant. Le point d'avant, c'est ce que disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux recruter ? Je pense que c'est fondamental de se pencher là-dessus. Évidemment, il faut mieux payer. Et puis, il faut effectivement accepter le fait que enseigner, c'est une vocation précoce. C'est une vocation, c'est pas alimentaire. Il y a des gens qui ont cette passion de l'enseignement et ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Simplement, on les en dégoûte. Donc, on pourrait effectivement les pousser à faire des matières, des disciplines exigeantes de fond, notamment les pousser beaucoup vers les sciences, parce qu'il y a beaucoup trop d'instituteurs et d'institutrices qui sont incompétents en sciences et en mathématiques et en logique, ce qui fait des désastres après sur les enfants, et leur permettre d'emblée d'avoir des sortes de postes où ils commencent à être assistants ou avoir des petits volumes horaires dans des établissements, ce qui leur permet de faire leurs études, d'avoir un petit peu d'argent et tout de suite de commencer à réfléchir à la pédagogie, développer une expérience, etc., ce qui n'est pas fait de manière systématique. Et ensuite,
il me semble qu'il ne faut pas hésiter à recruter des profils qui sont compétents. Il faut être réaliste. Or, aujourd'hui, on a une telle dégradation des études de base qu'on trouve plus de profils compétents chez des gens qui ont 35 ans et plus, voire chez des seniors ou des retraités, que chez des jeunes. Donc, il faut avoir le courage de recruter des profils qui viennent d'autres formations. Et donc, il faut repenser la manière d'attirer des gens en reconversion vers l'enseignement, parce qu'il y a une très très forte demande, de la même manière qu'il y a une très forte demande de sens. Beaucoup de personnes, et en particulier de femmes, veulent en deuxième partie de carrière évoluer vers l'enseignement, mais le désordre, le manque de discipline et le manque de financement découragent ces bonnes volontés, et du coup on retrouve plutôt des personnes en déshérence qui ne savent pas quoi faire et qui atterrissent parce qu'ils sont paumés dans l'éducation nationale, et non pas des personnes qui sont de très haute capacité et de très haute culture et qui vont vers l'enseignement parce qu'elles savent que c'est fondamental dans le destin d'une nation et parce qu'elles ont cet intérêt, cette passion pour la pédagogie. Alors attention, cette déshérence. Juste un modulo, c'est très important. Je ne suis pas en train de dire que tous les contractuels sont des paumés. Absolument pas. Surtout pas. Surtout pas. Je suis en train de dire que les contractuels, ce sont des gens qui pourraient avoir un profil et une qualité tout à fait différente s'ils étaient traités par rapport au niveau de compétences qu'ils ont. Ce n'est pas normal qu'un ingénieur qui a développé des brevets, qui a fait toute une carrière ou qui a créé des entreprises soit pris à SMIC plus 15%, comme s'il commençait sa carrière, qu'il n'avait aucune espèce de formation. C'est une absurdité totale. Oui, mais tout à fait. Je voudrais qu'on continue, Anne Coffinier, sur la solution aujourd'hui pour les parents qui nous écoutent. Soyons très concrets. Vous l'avez dit, comme Jean-Paul Briguilly, là, on parle de long terme finalement, avec les propositions que vous faites, avec l'apprentissage sur le long terme, avec les stages, etc. Mais aujourd'hui, donc là, vous nous expliquez, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est encore l'école libre. Pourquoi pas compléter sinon l'enseignement ? Je voudrais qu'on fasse un point sur l'école libre tout de même, que les parents qui ne connaissent pas comprennent ce que c'est. Et surtout, la barrière également, c'est un problème d'abord de reconnaissance peut-être de cette école et ensuite de financement. Alors, on parle plutôt d'école indépendante, pour pas qu'il y ait de confusion avec l'école privée sous contrat, puisque l'école privée sous contrat est une école banalisée, alignée sur l'éducation nationale, moyennant un certain nombre d'avantages plus ou moins justifiés d'ailleurs, qui sont des avantages liés à une sorte de sélectivité sociale puisqu'elle est payante, et au fait que, grosso modo, la discipline fonctionne un peu mieux, il y a un peu moins de grève, et il y a un peu plus d'implication parce que les parents sont plus présents. Mais en dehors de la dimension entre-soi, sélection sociale et un fonctionnement un peu meilleur, grosso modo, on a les mêmes problématiques dans l'éducation nationale et dans le privé sous contrat, et surtout, on a la même ingérence de l'éducation nationale sur le choix des programmes, sur l'organisation et sur tout. Donc, le vrai espace alternatif, le vrai espace de liberté, il est l'instruction en famille et les écoles indépendantes. Alors, l'instruction en famille a été rayée de la carte rageusement par l'État qui ne supportait pas ce type de liberté et qui est donc a rompu avec une tradition qui remontait à la nuit des temps et qui avait été confirmée par Jules Ferry. Et donc, c'est un acte extrêmement grave, mais qui a été fait l'année dernière. Donc, le seul espace de liberté qui demeure aujourd'hui, ce sont les écoles dites indépendantes. Moi, j'invite tout le monde à s'intéresser à la question de rejoindre ces écoles et de les soutenir, de les financer et aussi d'en créer. C'est pas la mer à boire. Et nous, à créer son école, nous sommes là depuis 17 ans aux côtés des créateurs d'écoles pour les aider à créer ces écoles. Évidemment, on est dans une société de plus en plus compliquée, de plus en plus paperassière, de plus en plus, soucieuse de mettre des barrières avec plein de bonnes raisons de tous côtés. Donc, c'est un processus qui est techniquement complexe et qui est un peu coûteux parfois, mais sur le fond, ça reste faisable. Et donc, cette expérience, nous l'avons et nous sommes prêts à accompagner les créateurs d'écoles lorsqu'ils savent où veulent aller et lorsqu'ils ont une vraie volonté de mener et pour les parents qui ne souhaitent projet équilibré. Pour les parents qui ne souhaitent pas créer une école, mais seulement mettre leurs enfants dans cette école, le tarif est vraiment... Alors, ça dépend complètement. Ça va de la gratuité jusqu'à 40 000 euros par an. Donc, il y a tout. Et comment vous pouvez assurer la gratuité ?
Par exemple, il y a des écoles parentales où les parents enseignent et donc, comme il y a des crèches parentales, si vous voulez, il y a une cotisation minimale et ensuite tout est gratuit. D'accord. Il y a aussi des écoles qui fonctionnent exclusivement sur le bénévolat, avec notamment des seniors qui enseignent. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est agir pour que ces écoles soient accessibles. Et c'est pour ça que il est indispensable de militer pour le respect du droit des gens à choisir une école de leur choix. Parce qu'aujourd'hui, ils sont assujettis à une triple peine. Ils paient par les impôts pour l'école publique, ils paient par les impôts pour l'école privée sous contrat, ils paient d'ailleurs aussi par leurs impôts pour les cours du soir type Academia qui sont défiscalisés. Donc en fait, ils paient pour tout ce qui ne correspond pas à leur choix. Et ensuite, quand ils font leur propre choix, on leur dénie le droit d'avoir un crédit d'impôt ou une réduction fiscale pour l'investissement qu'ils font dans l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est une situation qui est effectivement difficile, mais il y a quand même des moyens de faire et il y a des moyens, de faire face à ce type de défense et essayer de diminuer au maximum le coût des scolarités. Donc, c'est l'objectif, c'est notre objectif, c'est sensibiliser politiquement et trouver les moyens d'aider les familles qui ont besoin d'accéder à ces écoles, de financer les frais de scolarité. Jean-Paul Briguelli, d'abord j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces écoles indépendantes. Et deuxième question à laquelle vous pourriez sûrement répondre, c'est la question de sa reconnaissance et même dans le milieu de l'éducation nationale. Je pose notamment cette question pour Parcoursup. Est-ce qu'être passé par une école indépendante ne nous gâche pas, on va dire entre guillemets, la suite de l'évolution de l'enfant avec les algorithmes de Parcoursup? Jean-Paul Briguelli. Alors, le prof de prépa que j'étais, va vous dire une chose très simple, c'est que quand vous venez d'une école privée, y compris sous contrat, il est extrêmement difficile d'être reconnu par les commissions de sélection qui se tiennent en général au mois de mai. Il y en a quelques-unes que l'on sait très bonnes. Mettons, à Marseille, il y en a 2. D'écoles privées sous contrat, d'ailleurs, l'une et l'autre. D'écoles totalement privées qui donnent véritablement un accès à des formations supérieures d'excellence, je n'en connais pas. Mais Anne Coffinier va me contredire immédiatement, elle doit en connaître effectivement. Alors simplement, il faut voir une chose, c'est que un très grand nombre de parents ne sont au courant de rien et, je crois, ne peuvent absolument pas se lancer dans l'école à la maison, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent, soit parce qu'ils n'ont absolument pas le niveau. Dans les quartiers les plus défavorisés de France, on confie les enfants à l'école et on espère qu'ils reviendront plus savants. Bon, dans mon dernier livre, j'ai proposé la multicréation d'internats d'excellence. Ça avait été fait à partir des années 2008-2009, de façon à dépayser en quelque sorte les enfants, les sortir de leur milieu, les mettre dans des milieux qui ne pensent véritablement qu'à leur formation, à la transmission, etc. Ça a un coût qui n'est pas si important que ça. De la même manière, actuellement, on consacre des sommes importante à la rénovation de certains établissements que l'on ferait mieux de raser et de reconstruire ailleurs. Vous savez, de la même façon qu'Alphonse Allais proposait de reconstruire les villes à la campagne, j'aimerais assez que l'on reconstruise certains collèges loin des ghettos. Oui. Anne Coffinier, le mot de la fin pour conclure. Alors, s'agissant du caractère utile ou pas d'être dans des écoles indépendantes pour la suite des études. En fait, aujourd'hui, il y a 2 bacs. Et aujourd'hui, il y a un bac pour les écoles publiques et privées sous contrat et un bac pour tous les autres. Donc, école à la maison et école privée indépendante. Ce bac est un bac beaucoup plus exigeant puisqu'il correspond à 13 ou 14 épreuves à passer, épreuves terminales à passer. Tandis que le bac Blanquer, comme on dit, est un bac au rabais, où l'essentiel est obtenu au contrôle continu et trafiqué d'ailleurs en ligne de plus en plus par les élèves eux-mêmes, qui ne sont pas mauvais pour récupérer des codes et trafiquer leurs notes. Et donc ce bac au rabais ne donne plus aucune indication intéressante. Donc ce qui demeure aujourd'hui, ce sont les notes données au cours de l'année. Donc la question qui va être déterminante, c'est fait-on confiance aux établissements quand ils mettent leurs notes ? Comme aujourd'hui, tout se fait sur la base des dossiers,
tout le monde remonte les notes, même les établissements traditionnellement les plus sélectifs. Vous prenez Stanislas, vous prenez Franklin, tout le monde remonte les notes. Parce que si vous notez vos élèves à l'ancienne, en disant c'est bien, tu as bien travaillé, tu as 13, vous pouvez être absolument sûr qu'il sera pris nulle part. Oui, mais donc, du coup, nous on a reçu notation... ici des personnes qui sortaient de Saint-Cyr, de l'école militaire de Saint-Cyr, excellent niveau, etc., mais ayant des notes qui correspondaient à un véritable niveau, contrairement à d'autres, et du coup qui n'avaient aucune place nulle part. Voilà, ça existe. C'est ça. Ouais. Donc en fait, le système de notation a été cassé, puisque comme tout se fait sur le dossier, et qu'en plus maintenant c'est internationalisé, en Grande-Bretagne, personne ne comprendra qu'à moins de 18, l'élève soit bon. Donc, en fait, tout remonte. Donc, en fait, les notes ne servent plus à rien puisqu'elles sont trop hautes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va demeurer puisque les notes ne servent plus à rien ? Il demeure juste la réputation d'établissement. Et donc, du coup, ça se resserre sur une poignée d'établissements qui arrivent à se faire connaître pour une raison X ou Y. Et tous les autres deviennent absolument gris, illisibles et donc les écoles indépendantes en souffrent également. Les écoles indépendantes en souffrent également pour le moment. Oui et non. Pourquoi ? On a très peu de temps, Anne Coffinier. Oui. Donc en fait, les écoles indépendantes en souffrent, mais pas tant que ça, puisqu'elles ont un bac plus dur. Donc on sait que dans leurs écoles, elles sont obligées de travailler plus. Donc ça se sait maintenant. La deuxième chose, c'est que au niveau de la Fondation Kairos, nous avons soutenu le développement de tests indépendants, notamment en mathématiques, qui s'appelle TESIA. Et ce test a été créé l'année dernière et un succès déjà phénoménal. Et ça permet quoi ? Mais ça permet de dire la vérité du niveau des élèves indépendamment de l'établissement d'origine. Et ça veut dire que quand vous tuez les notations, que vous tuez le bac, forcément, vous dressez un boulevard pour les certifications privées. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va compter ? Les certifications privées, ce qu'on appelait traditionnellement les bas de CV, tout ce que vous faites en plus de votre établissement et du bac. Qui ne en fait, ce serait recréer un baccalauréat, mais de valeur. Alors, merci beaucoup Anne Coffinier, présidente de Créer son école et fondatrice de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, et Jean-Paul Briguelli, normalien, agrégé de lettres, enseignant et auteur de La Fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire aux éditions L'Archipel. Merci à vous deux. Retrouvez Ligne Droite avec le soutien de terredefrance.fr, une collection d'articles entièrement fabriqués en France et dont tous les bénéfices sont reversés à des agriculteurs, des familles de militaires et des écoles rurales. terredefrance.fr. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.